démarrer l'échange, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est la place du profit dans les finalités d'une entreprise? Madame Gobert, si vous voulez commencer. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Clarence, de cette introduction et merci de l'invitation. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous et d'avoir aussi l'honneur d'être à côté de Monsieur Crozier. Donc, enchanté également, Monsieur Crozier. Ça me fait très plaisir de pouvoir mener ce débat avec vous et je pense que ça va être passionnant. Alors, pour revenir à votre question, je pense qu'on a fait un long chemin sur le profit depuis les triple P, People, Planet, Profit de Elkington. Et je pense qu'aujourd'hui, il est établi pour la plupart des organisations que le profit n'est pas le seul but de l'entreprise et que l'entreprise aujourd'hui mène une mission qui vise la création de valeurs durables et que donc le profit en fait partie évidemment parce qu'une entreprise qui ne fait pas de profit n'est pas non plus durable. Donc c'est un ensemble d'éléments. L'entreprise a plusieurs rôles à jouer dans la société et pour jouer ces rôles, évidemment, il est obligatoire que l'entreprise connaisse un certain rendement. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il est clairement établi que people, Profit et Planet jouent tous les trois un rôle très important dans la mission de nos entreprises. Je vous remercie, Sandra. Sébastien, si vous voulez enchaîner sur votre propre vision. Moi, je reprendrai et je repartirai des déclarations de Milton Friedman, qui, dans la fin des années 70, disait que la responsabilité sociale d'une entreprise, c'est de générer des profits pour l'actionnaire. Donc, évidemment, 40 ans après, on peut penser qu'on est toujours éloigné de cette position, mais ce n'est pas une position qui a encore complètement disparu. Au-delà de ça, ce qui est intéressant de constater, c'est que les plus grands fonds dans le monde, qui représentent, en tous les cas, qui représentent à peu près entre 40 000 et 50 000 milliards de dollars de capitalisation, ont en tous les cas signé une charte, ont demandé aux États de s'engager pour que des questions aussi importantes que les questions climatiques ou des mesures soient prises pour que même si ça devait altérer diminuer la profitabilité des entreprises, il n'en reste pas moins que ces considérations environnementales soient prises en compte et soient définies comme des objectifs, voire des objectifs coercitifs, parce qu'il en valait, il en dépendait en quelque sorte de la valeur de leurs actifs. Donc, on voit bien qu'en fait, aujourd'hui, on a une dialectique qui est en train de se produire entre la logique du profit court terme et la pérennité de l'investissement et des profits à long terme. Est-ce que pour autant, on est passé dans une vraie rupture avec l'idée qu'une entreprise a une mission sociétale et s'inscrit dans un projet global de la vie d'un pays? Donc, on voit bien qu'en fait, la forme même de l'agent économique détermine en réalité sa finalité. Et donc, une entreprise, elle a des capitaux. Elle a donc pour finalité d'assurer un retour de rentabilité sur ses capitaux et donc difficile d'imaginer que sa finalité première ne soit pas le profit. Voilà. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre, Sébastien, si je peux vous appeler Sébastien. On voit en tout cas en Belgique, mais le cadre réglementaire n'est pas entièrement le même qu'en France, qu'il y a vraiment moins de fossé, je dirais, entre l'association d'un côté et la société commerciale, notion qui n'existe d'ailleurs plus en droit belge de l'autre côté, et que donc, en fait, on voit vraiment que les deux se mettent tout doucement plus ensemble.
est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne me prononce pas. À moins qu'on voit aussi des fonds activistes, hein, et en France, nous connaissons en ce moment une crise tout à fait signifiante sur une entreprise qui, en l'espèce, est Danone, où un fonds activiste dit profit pas au rendez-vous, mission sociétale, ce n'est pas ma préoccupation. Moi, en tant qu'actionnaire, j'exige un taux de rentabilité, une amélioration de cette rentabilité. Donc, oui, il y a des débats assez vifs au sein, effectivement, de ce qu'on pourrait appeler le groupe des agents économiques que sont les entreprises sur comment, en fait, comment la gouvernance s'organise. Bien sûr, je suis d'accord avec vous aussi. Hein. Ce n'est pas non plus des bisounours. Hein. Donc, effectivement, l'actionnaire, sans actionnaire, il n'y a pas d'entreprise. Hein. Il n'y a pas de société sans actionnaire. Donc, il faut l'actionnaire et l'actionnaire, il veut un rendement, c'est sûr. Donc, je pense qu'il faut effectivement essayer de optimalement combiner les deux. Si on veut que ça dure, en tout cas. Alors Sandra, est-ce que vous avez commencé à me parler un petit peu? Est-ce que vous pourriez nous donner un éclairage sur la situation en Belgique? En France, nous avons eu la loi Pacte dont j'ai un peu parlé au tout début. Est-ce qu'il y a un équivalent belge? Je crois qu'il y a un nouveau code des sociétés. Oui, et on dit souvent, et voilà, mon mari est français, donc voilà, je le dis avec beaucoup de bienveillance. Quand il pleut à Paris, hein, il pleuviote à Bruxelles. Donc, on a effectivement un nouveau code des sociétés des associations qui est entré en vigueur l'année passée et qui s'est inspiré, et puis c'est pas uniquement inspiré de la législation française, mais il y a quand même aussi introduit dans le nouveau code une disposition qui permet de définir pour la société, donc comme je vous disais déjà, l'association, la distinction principale reste que l'association a un but réel, mais on peut définir maintenant dans le cadre du nouveau code pour la société commerciale aussi un autre but que générer du profit pour ses actionnaires. Donc, en fait, pour vous dire textuellement, la loi dit que la société, elle a plusieurs activités, etc. Et un de ses buts est de distribuer ou de procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect. Donc, le but patrimonial reste obligatoire pour la société commerciale, mais on peut rajouter un autre but qui sera évidemment défini par les actionnaires. Parce que ça, c'est une question importante. Hein. Il appartient à qui de définir cet autre but? Il appartient bien évidemment aux actionnaires de définir ce but complémentaire et de le décrire, et évidemment avec les majorités qui sont requises pour modifier les statuts de la société. Donc, il y a quand même une certaine inspiration de la loi Pacte, et donc on a créé aussi une sorte d'entreprise à mission, même si on va légalement combiner cette mission avec un but qui est un but de profit pur. Merci beaucoup, Sandra. On va essayer de passer à un exemple pratique avec Orange. Sébastien, pourriez-vous détailler en quelques points la réflexion qui a eu lieu chez Orange et je crois la déception, on en avait déjà un peu parlé ensemble, engendrée par le caractère assez cloisonné de l'exercice de co-construction dont s'est vanté Orange médiatiquement? Bon, tout d'abord, je parle au nom de l'organisation syndicale que je représente, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On est naturellement une des parties prenantes du dialogue et je partage complètement l'avis de Sandra, qui m'appelle Sébastien, donc je l'appelle Sandra, et de dire qu'une entreprise, en fait, n'existe que par le maintien d'un équilibre entre, d'un côté, bien sûr, les actionnaires, mais aussi les personnels et enfin, n'oublions pas, les clients. Sans cet équilibre-là, l'entreprise n'a pas de pérennité. Quand on se fixe l'exercice de la question de la raison d'être chez un opérateur, et en particulier chez un opérateur comme Orange, on est confronté à une question très complexe.
parce que il s'agit en fait de regarder en fait d'abord ce qu'est un groupe international, et on s'aperçoit qu'un groupe international présent dans un certain nombre de pays, et c'est tout à fait amusant puisqu'en fait Orange est aussi présent en Belgique, et vous allez d'autant plus comprendre mon propos. Les groupes qui sont internationaux n'ont pas les mêmes positions dans tous les pays. Donc, la raison d'être, le dénominateur commun qui va légitimer l'action, la mission de l'entreprise est forcément le plus petit dénominateur commun. Donc déjà, premier problème, l'opérateur historique dans sa raison d'être, mission de service public, intérêt national, se trouve mis en cause dans sa propre existence puisque soumis à un processus de privatisation de surcroît qui l'amène à être à la fois en situation de concurrence, à perdre sa mission de service public et donc à rémunérer ses actionnaires. Mais là où la situation s'aggrave, c'est que ces groupes, en tous les cas, ces opérateurs historiques, alors c'est la même chose pour Deutsche Telekom, c'est la même chose pour Telefonica, se trouvent dans une situation où ils font l'acquisition ou se développent à l'international. Et comment ils se développent à l'international? En faisant l'acquisition de fréquences hertziennes, de licences, d'opérateurs, le cas échéant d'opérateurs fixes, ils déploient eux-mêmes et leur préoccupation n'est absolument pas du tout de conserver la mission d'intérêt général, de conserver la mission de service public, de faire en sorte que toute la population ait un accès téléphonique, mais de faire en sorte que nous soyons dans une sorte de maximisation du profit et donc avec des investissements prioritaires pour rentabiliser au mieux les investissements. Et c'est là où, en fait, on a une forme de schizophrénie, c'est-à-dire que, et le groupe Orange est dans cette situation-là, c'est dans un ensemble de pays, nous sommes l'opérateur historique, la France, la Pologne, la Roumanie, parce qu'on a fait l'acquisition de ces opérateurs historiques avec cette mission, cette histoire très particulière. Et dans d'autres pays, l'Espagne, la Belgique, où notre préoccupation est de dézinguer, en quelque sorte, l'opérateur historique et de faire en sorte que celui-ci soit soumis à des règles de concurrence extrêmement fortes. On dit au bénéfice du consommateur, oui, mais à contrario, les préoccupations de couverture de la totalité du territoire ne sont plus forcément au rendez-vous. La formule exacte d'Orange, de la raison d'être d'Orange, c'est donner à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Toujours est-il que ma question portait beaucoup sur la forme, en tout cas, sur la forme de l'exercice. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce que vous avez beaucoup parlé du fond. Oui, la forme de l'exercice. C'est fascinant. Le fond est indispensable pour comprendre la forme. Bien sûr. À partir du moment où on comprend cette espèce de logique schizophrénique qui fait que dans un pays, la raison d'être, l'essence, ce qui va rapprocher les parties prenantes n'est pas la même d'un pays à l'autre. La difficulté, c'est comment fait-on tenir en cohérence l'ensemble des acteurs dans l'ensemble des pays. Bon. Je ne parlerai pas de la problématique pan-européenne qui fait que nous n'avons pas de marché pan-européen des télécoms et donc que nous sommes en très grande situation de faiblesse et que nous n'avons pas d'ambition pour l'Europe dans le domaine des télécoms. À la fin, quand on ramène tout ça dans l'objectif global et final, on a quelque chose de finalement très édulcoré, alors qu'en réalité, dans certains pays, l'ambition est beaucoup plus forte, l'ambition est beaucoup plus noble, et dans d'autres pays, eh ben, effectivement, on est dans une situation qui est de pure profitabilité et absolument pas avec une ambition aussi importante que de favoriser le développement collectif d'un pays. Si vous voulez bien, Sandra, on va passer, si vous avez une réaction, et enchaîner sur les solutions, le volet solutions. Comment garantir qu'un travail sur la raison d'être soit à la fois authentique, crédible, porteur de sens et entraîne des transformations positives?
C'est très difficile à appliquer au cas d'Orange, si j'entends bien Sébastien. Je pense que c'est parce que dans les cas d'Orange, maintenant je ne connais pas le détail du cas d'Orange, mais je compare un peu. Il y a des éléments de gouvernance publique qui jouent, hein, les éléments de mission publique dans certains pays, l'historique d'entreprises qui remplissaient cette mission publique, l'historique d'une entreprise qui avait un monopole combiné à des questions de gouvernance interne, de gouvernance au sein d'un groupe et ou dans les différents pays. En fait, les raisons d'être ne sont tout simplement pas les mêmes. Et donc, effectivement, ça, ce sont des questions très intéressantes de gouvernance auxquelles je n'ai malheureusement, Clarence, je n'ai pas de réponse toute prête. Hein. Je pense qu'il y a tout un cheminement à faire pour aligner, et c'est ça finalement la gouvernance, c'est aligner tous ces points de vue. Et bon, la première question, peut-être Sébastien qui se pose, c'est est-ce que c'est nécessaire d'aligner tous les pays parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu, et est-ce que ça apporterait réellement une plus-value et pour les consommateurs et pour toutes les parties prenantes et pour l'actionnaire de l'autre côté, d'aligner vraiment les missions dans chaque pays où Orange est présente. Je pense que ça, c'est la première question qui se pose. Hein. Et après, effectivement, c'est tout un travail où il faut écouter les parties prenantes, parler avec les parties prenantes, et où tous les organes de gouvernance doivent jouer leur rôle pour essayer d'arriver à une définition commune de l'objectif qu'elles veulent atteindre. Sébastien, est-ce que vous avez des réponses sur ce qu'il aurait fallu faire ou est-ce qu'il y avait des solutions ou est-ce que de toute façon c'est un problème intrinsèque tellement insoluble que vous n'en avez pas non plus et que ce sera un cheminement au long cours? Non, enfin, je pense qu'il faut, il faut être assez lucide. On peut effectivement avoir, on peut se fixer collectivement et l'ensemble des entreprises peut se fixer des objectifs et des buts communs. Je crois que notre premier but commun, en tous les cas, doit se focaliser en ce moment à minima sur les questions environnementales. Alors bien sûr, la crise du Covid et la crise sanitaire nous a fait beaucoup oublier la question environnementale, mais je crois que ça doit être une préoccupation commune à l'ensemble des acteurs. Les fonds l'ont noté, les entreprises doivent s'en emparer. Dire que pour autant, il faut aller dans des logiques d'entreprise à mission ou de raison d'être, je pense que c'est extrêmement audacieux. Le cas d'Orange n'est pas un cas isolé. Je pense que l'ambition de la question ou de ces fameuses questions de raison d'être aurait dû être plus mesurée. Je crois que nous avons tous un but commun qui est de faire en sorte que notre planète ne brûle pas, tant par le réchauffement climatique, tant par une exploitation excessive de ses ressources minières ou autres, que ce soit en termes d'eau, d'océan, et donc, je pense que ça, notre responsabilité, elle doit être commune, elle doit être collective. Et je pense que la gouvernance ou nos gouvernances doivent s'orienter, quelle que soit la nature des agents économiques, à faire en sorte que notre planète ne brûle pas. Et ça, c'est un enjeu qui est beaucoup plus facilement partageable et beaucoup plus facilement accessible. Et je dis même que nous, en tant qu'opérateurs, et en tout cas, c'est ce que nous on plaide, la question, par exemple, pour nous, n'est même plus de savoir si notre empreinte carbone diminue parce qu'en tant qu'entreprise, on fait diminuer notre empreinte carbone. La question est de savoir si nous, en tant qu'entreprise, on est capable de fournir et de délivrer des services qui vont faire que nos clients vont être en mesure de diminuer leur empreinte carbone grâce à nos produits et à nos services. Et donc, il faut arriver à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à ce stade ultime qui est de dire qu'on ne crée des produits et des services que si ces produits et services permettent aux autres d'améliorer leur empreinte environnementale. Et donc, je pense que c'est un peu, c'est pas très bien pour un débat, mais je suis malheureusement quand même d'accord avec Sébastien. Je veux dire, et dans le système belge tel qu'il a été défini aujourd'hui, la mission ou la raison d'être prévue maintenant par notre article 1er du Code n'est pas obligatoire non plus. Hein. Donc, c'est une option facultative des entreprises
Ce qui est par contre obligatoire, en tout cas pour les entreprises cotées, c'est cette poursuite d'une création de valeur durable. Alors, vous parlez de la planète, mais je pense que voilà, il y a effectivement tout ce qui est climat, transition énergétique, etc. Mais il y a aussi le coût social. Les entreprises, je l'ai déjà dit, je le redis, ont plusieurs rôles à jouer. Hein. Ils ne sont pas uniquement là pour sauver la planète. Ils doivent créer du bien-être et dans ce sens-là, effectivement aussi, il y a cet aspect de quand on crée un produit, il faut qu'il apporte au bien-être, il faut qu'il soit positif plutôt que négatif pour tout l'environnement dans lequel l'entreprise opère. Donc, est-ce qu'il faut nécessairement passer par la définition d'une mission? En tout cas, dans le système actuel belge, dans la gouvernance belge actuellement, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a encore des contraintes complémentaires qui vont être imposées aux entreprises en cette matière. J'ai proposé dans un article récent et volontairement provocateur de renoncer à l'exercice à la mode qui est la co-construction qui a eu lieu donc aussi chez Orange. L'idée n'était pas d'exclure les parties prenantes de l'exercice, bien entendu, mais plutôt d'éviter cet exercice de communication un peu convenu et de le remplacer par un vrai vote des parties prenantes qui précède la mise en place d'une raison d'être adaptative. Qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre de cette idée? Sébastien? Moi, je pense que alors, la France a été traditionnellement marquée par ce qu'on a appelé la cogestion. La cogestion, c'est la gestion du passé. La co-construction, nous, on y est extrêmement favorable dès lors que ce n'est pas un exercice de communication. C'est-à-dire que nous considérons qu'aujourd'hui, les dirigeants des entreprises, ou en tous les cas ceux qui représentent le capital, n'ont plus la capacité à appréhender l'ensemble des enjeux qui concernent une entreprise, en tous les cas la leur. Après, on est aussi confronté à un phénomène tout à fait particulier, c'est une forme de déconnexion des élites. Donc, bien sûr, nous avons sorti plus d'1 milliard d'êtres humains de la situation de famine, mais dans le même temps, on a creusé des inégalités. Ces inégalités, elles se traduisent de fait par une déconnexion des élites, parce qu'on a des différences de salaire qui font que les élites n'appréhendent plus ce que c'est que le salaire standard d'un ouvrier et donc sont décorrélés du monde réel. Donc, la co-construction, elle est absolument indispensable. C'est-à-dire que nous avons pour vocation à faire revenir une partie des décideurs au monde du réel et en lui rappelant que certes, il peut représenter le capital, certes, il peut avoir une vision de ce que l'entreprise, mais il y a aussi un réel entre puissance publique, entre représentants du capital et représentants de la force au travail. On a en fait les parties prenantes. Alors, comment inviter la puissance publique dans des débats très opérationnels? C'est un exercice assez classique. Hein. La puissance publique légifère et les acteurs sociaux, discutent entre eux pour savoir quelle est la conduite de l'entreprise. On a des modèles assez intéressants. On a le modèle allemand où les conseils d'administration sont composés à 50% de représentants du personnel et à 50% de représentants du capital. Et la stratégie de l'entreprise doit être définie de façon commune. Ce qui a fait aussi, par exemple, que l'Allemagne a choisi, de par cette situation-là, de se positionner sur une industrie qui est un peu plus haut de gamme parce qu'ils ont fait le choix d'investir sur la valeur des individus, des personnels, et puis de délaisser ce qui nécessitait moins de formation et qui était soumis à une compétitivité mondialisée. Donc, on voit bien qu'en fait, le modèle de la construction, s'il n'est pas habillé, entre guillemets, d'une forme d'apparat de communication, peut être un modèle vertueux.
Donc, la co-construction, c'est évidemment, ça vient en contre-lumière, en quelque sorte, du modèle de confrontation et qui dit c'est le rapport de force qui va permettre de faire avancer une entreprise. La réponse est non. Nous considérons que la co-construction, elle peut se manifester à certains moments par des rapports de force. Il n'en reste pas moins qu'elle peut exister, mais pour ça, elle nécessite de l'expertise de l'ensemble des parties prenantes. Et c'est ça aussi le vrai risque, si on ne veut pas que ce soit dévoyé en simple outil de communication, s'assurer que l'ensemble des parties prenantes ont un niveau de formation et d'information suffisant pour pouvoir dialoguer sereinement. Merci Sébastien. Sandra? Ce n'est pas facile, évidemment, pour moi, comme pour nous, je dirais, comme question. C'est fascinant d'écouter Sébastien sur ce point parce que nous n'avons en Belgique ni la culture, ni l'expérience de la codétermination. Donc, nos conseils d'administration n'ont pas de partie prenante obligatoire à bord. La seule voix, je dirais, au sein des conseils qui est légalement obligatoire, qui défend les intérêts des parties prenantes, étant les administrateurs indépendants dans les sociétés cotées. Donc, les sociétés cotées doivent avoir des administrateurs indépendants à bord, les sociétés non cotées, non. Donc, la prise en compte de l'intérêt des parties prenantes aussi dans le cas d'une éventuelle définition d'une raison d'être, ce qui se fait par les actionnaires sur proposition éventuellement du conseil d'administration et du management, se fait par les administrateurs, avec les administrateurs indépendants, et par d'autres moyens. Hein, on organise d'autres moyens de dialogue avec les parties prenantes, mais qui ne sont pas des dialogues obligatoires. Voilà. Là aussi, il y a une certaine évolution parce qu'on entend quand même de plus en plus de voix, aussi en Belgique, d'avoir une implication, je pense, de manière plus structurelle des parties prenantes au sein du Conseil. Peut-être un autre élément important, c'est que, outre les administrateurs indépendants, il y a une recommandation aussi du Code de gouvernance qui dit que chaque administrateur doit avoir l'esprit indépendant et doit tenir compte donc des intérêts des parties prenantes dans le processus de décision. Merci beaucoup Sandra. Alors j'avais une dernière question et ça tombe bien, elle correspond à une question du public. On me demande sur YouTube que pensent les invités de l'affaire Danone, et ma dernière question, souhaitez-vous commenter les problèmes rencontrés par Danone et par Emmanuel Faber dans les fonctions de président et de DG viennent d'être dissociées? Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ça? Sébastien y a fait une courte référence tout à l'heure déjà. Oui, moi je peux reprendre. Enfin, ça, je laisse Sandra s'exprimer peut-être sur la question d'abord, mais je peux vous donner notre avis. Je pense que voilà, ce n'est pas dans nos habitudes de faire du naming and shaming, donc je ne vais pas donner un avis très détaillé sur ce qui se passe chez Danone. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le fait de dissocier la fonction de président et de CEO est une bonne pratique de gouvernance. Après, je pense que l'affaire Danone est assez révélatrice d'un centre de sujets de société. Et quand je dis de sujets de société, c'est de la société avec un grand S. La question qui peut être posée et qui mériterait d'être posée, c'est peut-on aujourd'hui, au regard de la complexité du monde, au regard de l'étendue des grandes entreprises, avoir un président directeur général qui assure à la fois les fonctions de représentation et les fonctions opérationnelles au quotidien? C'est une vraie question. Si on prend, et moi je prends l'exemple d'Orange parce que je les connais en termes de chiffre d'affaires, Orange c'est 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est à peu près donc 200 millions d'euros par jour travaillés
on va dire, si on suppose un peu moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont réalisés par jour travaillé du président du directeur général. Donc, vous imaginez le nombre de décisions qui doivent être prises dans la journée. Alors, bien sûr, on peut déléguer, mais la question, elle mérite d'être posée. Et donc, chez Danone, évidemment, même si le chiffre d'affaires est, je crois, un peu moins conséquent, il n'en reste pas moins qu'on est quand même à des rythmes extrêmement soutenus de prise de décision et d'organisation. Donc, dès lors, les questions qui méritent d'être posées, elles ont existé. Hein. On a des modèles dans les sociétés de type conseil de surveillance et directoire, où en fait, on laisse au conseil de surveillance la relation avec les actionnaires, la relation avec les parties prenantes, et puis on laisse au directoire la fonction d'opérationnalité et de quotidien et de faire qu'on n'ait pas cette espèce de 360 degrés qu'on demande en permanence à des PDG qui sont à la fois de prendre la parole dans les médias, à la fois, le cas échéant, de prendre la parole sur des questions sociétales et de se retrouver à prendre un avion pour sauter d'un bout à l'autre du monde. Alors, vous allez me dire, en ce moment, on saute plutôt d'une visio à l'autre que d'un avion à l'autre, mais il n'en reste pas moins que le contact humain, que la compréhension du terrain est une réalité nécessaire. Et donc, finalement, est-ce que dans l'accroissement progressif des tailles des grandes entreprises et de la complexité du monde, hein, de la multiplicité des pays dans lesquels ces grandes entreprises se sont installées, est-ce que finalement, le rôle du président-directeur général peut être encore un rôle qui subsiste? Et est-ce qu'il ne vaut mieux pas des tandems? Des vraies difficultés. Alors maintenant, évidemment, la question Danone se double, bien sûr, d'une autre question qui est le rôle des actionnaires qui sont loin d'être tous alignés entre des actionnaires qui sont sans doute plus sensibles à des questions de long terme et des actionnaires qui sont plus sensibles à des questions de court terme. Et donc, de fait, des dissensions ou des positions différentes peuvent s'exprimer et qui, évidemment, font que ce n'est pas simplement la gouvernance de l'entreprise qui est en cause, mais c'est aussi les questions et les différences d'appréciation des actionnaires de référence des différents acteurs. Et on peut catégoriser les entreprises de trois natures différentes. Les entreprises familiales, sur lesquelles on a un noyau familial solide, ancré, structuré, qui va gérer du long terme parce que quelque part, il gère une vision patrimoniale long-termiste. Ça, c'est une première catégorie. On a une deuxième situation qui sont les entreprises, et en particulier en France, où l'État est très présent et où là, on s'interroge parce que l'État est très ambivalent dans ses positions, en demandant aux entreprises dans lesquelles il a une position d'assurer parfois certaines missions. Et à contrario, on peut avoir l'impression qu'à chaque changement de gouvernement, en fait, en réalité, on a changé d'actionnaire. Et puis, on a la troisième catégorie où on n'a pas d'actionnaire de référence. Et on n'est évidemment pas dans le cas de l'entreprise familiale. Alors, parfois, on a certains fonds qui jouent ce rôle de l'entreprise familiale, mais on a des entreprises qui sont plus, dont l'actionnariat est plus éparpillé, plus disséminés et qui, évidemment, sont plus perméables à des offensives et des affrontements entre des investisseurs court-termistes et des investisseurs long-termistes, si on peut dire comme ça, et qui, évidemment, créent des secousses sur la gouvernance de l'entreprise en exigeant des résultats ou une stratégie à court terme. Et donc, voilà. Et donc, je pense que Danone, indépendamment de la personnalité des protagonistes en jeu et des questions d'individus, se trouve dans cette double situation. Un président directeur général peut-il à la fois incarner et gérer opérationnellement? Oui, s'il est un surhomme, non si l'entreprise est très importante. Ça devient... Et juste rajouter qu'en Belgique, les fonctions de l'opérationnel du CEO et du président du conseil sont clairement séparées et tout le monde, et c'est obligatoire pour les entreprises cotées, obligatoire, c'est à nouveau du Comply or Explain, mais il n'y a quasiment personne qui remet ça en question. Hein. On a généralement admis que c'est une bonne pratique de gouvernance.
Et en général, ça se passe bien. Évidemment, Sébastien le souligne à juste titre, il faut que l'entente soit bonne, il faut qu'ils travaillent bien ensemble, il faut que le tandem marche. Mais dans la plupart des cas, c'est le cas et c'est très fructueux pour l'entreprise. Une dernière question assez iconoclaste du chat sur YouTube. La raison d'être peut-elle s'affirmer ou oser s'affirmer en opposition avec l'intérêt général? Milton Friedman vous le dirait, c'était sa position. La raison d'être ou la responsabilité sociale d'une entreprise, c'était selon lui la maximisation du profit pour l'actionnaire. Est-ce que la maximisation du profit pour l'actionnaire est conforme à l'intérêt général? Je ne le crois pas. Il est favorable à l'actionnaire et pas à l'ensemble des autres parties prenantes. Ce n'est pas non plus contraire à l'intérêt général. Non, ce n'est pas contraire, mais en tous les cas, ce n'est pas forcément… ça ne prend pas forcément en compte l'intérêt général. Donc, dans le cas de certaines entreprises, on voit tout à fait que je ne donnerai pas d'entreprise, mais enfin, mais on a par exemple de façon très claire des fonds d'investissement qui ont eu pour ligne de conduite de se désengager d'entreprises dont elles considèrent que leurs activités sont contraires à l'intérêt général.